l'hypnose? Je le dis pour les gens qui ne l'ont jamais pratiqué, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est cet état qui serait comme une frontière entre la veille et le sommeil. Quelque chose comme ça. Les yeux mi-clos. Parce que là, je vous vois. Il y a encore cette conscience. Je vous vois un peu flou, mais c'est classe. Et la façon dont on a travaillé avec mon hypnothérapeute, c'est qu'on s'est servi de l'hypnose pour planter en moi des états que je vais maintenant pouvoir venir reconvoquer pour les utiliser, pour les réactiver dans ma vie. Des états, d'accord, des états pour aller où? Des états pour faire quoi? Bien, pour aller chercher à l'intérieur de moi une version de moi-même qui serait, comment dire, mieux, au bon endroit, au bon moment, ni remords ni regrets, un moi qui aurait une parole réfléchie et pesée. Vous venez d'entendre un extrait de la performance de Dominique Gilliot, Différentes choses. Nous nous proposons d'étudier de nouvelles formes prises par la performance parlée, dite performance conférence, à travers l'étude du travail de deux artistes, la Kenyane-britannique Grace Ndiritu et la française Dominique Gilliot. Chez ces deux artistes, le langage est un outil de travail performatif, avec lequel elles élaborent des narrations et tentent de provoquer des changements d'état chez les spectatrices et les spectateurs. Grace Ndiritu est née en 1976 et elle pratique le textile, la peinture et aussi la performance. Elle a également fait des retraites dans des communautés spirituelles à plusieurs endroits dans le monde. Depuis 2012, elle élabore une série de performances intitulée Healing the Museum qui vise à soigner les institutions muséales en empruntant à des méthodologies qu'elle dit non rationnelles qui peuvent être la méditation ou le chamanisme. La française Dominique Gilliot pratique la performance depuis le milieu des années 2000. Elle propose des performances qui sont généralement portées par sa voix, entre monologues et chansons. Dans Différentes choses, à la Ménagerie de Verre en 2019, elle met au jour des états paradoxaux consécutifs à des séances d'hypnose qui sont requalifiées sur scène. Chez ces deux artistes, la voix, la parole permettent un partage des rythmes et modulent des états ou des affects. Dans leurs performances récentes, la parole de suggestion permet la communication entre vivants et non-vivants, entre l'artiste, les spectatrices et les spectateurs, et aussi des objets matériels. En portant une attention particulière à la participation des spectatrices et des spectateurs, de ces performances dont nous faisions partie d'ailleurs, nous observerons comment les mots de ces femmes qui prennent en charge le discours de suggestion opèrent des renversements artistiques, mais aussi politiques. L'une se relie à l'histoire des médiums féminines dans un renversement de la posture du praticien masculin de l'hypnose, tandis que l'autre contrecarre la rationalité occidentale et masculine en se réappropriant les outils du chamanisme. Dans les deux cas, la parole de suggestion a tendance à reconfigurer l'espace situé où se déroule la performance. Dominique Gilliot se tient seule, debout, face au public dont je fais partie, un soir de décembre 2019, à la Ménagerie de Verre, salle de spectacle à Paris. Elle parle en s'adressant à nous. Autour d'elle, il y a des objets, un coquillage, un tas de sable, un aquarium sur roulette. De quoi parle Dominique Gilliot? Eh bien, elle l'annonce au début de la performance. Ce soir, on va parler d'amour et de catastrophes naturelles, entre autres. La performance s'intitule donc Différentes choses, et ces choses peuvent être entendues comme les objets qui l'entourent et qui sont manipulés successivement, mais aussi peut-être comme les éléments qui constituent son discours. Fragments didactiques, récits de rêves, chansons. Nous sommes donc au tiers de la représentation et Dominique Gilliot est en train de nous expliquer comment elle a construit sa performance dans le même mouvement qu'elle nous la présente. Elle extrait un moment d'intensité particulière de son expérience, sa première séance d'hypnose, et nous expose comment ce travail avec une hypnothérapeute a produit des éléments de langage, des formules qui associent un mouvement et un état, comme par exemple le flou classe cité au début. Mais il y a aussi, un peu plus tard,
l'unité tranquille, qui consiste à se tenir debout, calme, détendu, un peu comme un pieu planté dans la mer du Nord, dans une moulière. De ce travail d'hypnose, en lien avec la performance, Dominique Gilliot dit « Je ne voulais pas faire de la thérapie publique. Je voulais que ce soit une matière, parmi d'autres, pour faire le spectacle. » La performance narrative de Dominique Gilliot existe donc dans un continuum entre son expérience quotidienne et l'œuvre telle qu'elle est présentée à un public. Le philosophe John Dewey, lorsqu'il se propose d'établir une base pragmatique à la philosophie de l'art, notait « Il s'agit de restaurer cette continuité entre des formes raffinées et plus intenses de l'expérience que sont les œuvres d'art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus comme des éléments constitutifs de l'expérience. » L'analyse célèbre du philosophe le conduit notamment à une critique de la vision occidentale du musée, comme un espace à part qui sépare les œuvres des conditions de production et d'appréciation au sein des communautés qui les ont vues naître. La performance telle que pratiquée par Dominique Gilliot n'occupe d'ailleurs pas toujours, pas fréquemment même, d'espace dans le musée. Elle a pour cadre des centres d'art, mais aussi des théâtres, et puis des lieux un peu entre deux. Un hall d'accueil à la ferme du Buisson à Noisiel en 2016, ou encore une bibliothèque, la bibliothèque Kandinsky en 2015. J'ai rencontré Dominique Gilliot au milieu des années 2000, et son parcours s'inscrit, à mon sens, dans le mouvement de performance, qualifié de conférence-performance, conférence performée, ou encore performance narrative. Dans Quand le discours se fait geste, Vangelis Athanasopoulos note, en introduction, « Il s'agit de considérer la conférence-performance dans la multiplicité de ses sources, comme champ de potentialité hétérogène, non pas comme une forme déterminée, mais comme la condensation fragmentaire, intermédiale, polymorphe et précaire de quelque chose qui ne cesse d'échapper au langage et qui pourtant fait partie de celui-ci. » Pas une forme déterminée donc, mais un faisceau de pratiques qui ont à voir avec un langage incarné et des formes intermédiaires. Dominique Gilliot a écrit en 2015 une performance qui reposait sur le montant qu'elle était payée pour performer au Centre Georges Pompidou. Dans la lignée d'Andrea Fraser, Gilliot parle dans ses performances de ce qui est invisible dans l'espace du musée. Ces performances proposent une réflexion sur leurs propres conditions de production et de monstration. Alors l'hypnose, eh bien, je voudrais y revenir maintenant. L'hypnose a une histoire longue et complexe depuis Franz Anton Mesmer qui, à la fin du XVIIIe siècle, à Paris, fait sensation avec sa théorie du sommeil magnétique, en passant par l'approche psychologique qui se met en place au XIXe siècle, et puis bien sûr l'invention du terme hypnotisme par le médecin écossais James Braid en 1843. Après un âge d'or à la fin du XIXe siècle dans les facultés de médecine française où l'hypnose est utilisée en tant que moyen thérapeutique, eh bien le phénomène tombe en France dans la suspicion. Louis Chertok, qui pratique l'hypnose dans les années 1960, qualifie le phénomène de labile, fuyant, insaisissable et pourtant existant. Au sein de la psychologie expérimentale, l'hypnose est définie comme un sommeil incomplet. Et dans la performance de Dominique Gilliot, au sein d'une forme, la conférence-performance, qui elle-même brouille les limites entre discours sur l'art et art, le travail d'hypnose permet aussi d'interroger des états limites, des seuils, les yeux mi-clos dont parle Gilliot. L'expérience de l'hypnose permet à Gilliot des juxtapositions entre des fragments de discours didactiques sur les animaux marins, une chanson d'amour, le récit d'une expérience amoureuse, et aussi entre le moment d'écriture de la performance et le temps où elle apparaît en public. Enfin, la parole issue de ce travail d'hypnose permet aussi à Gilliot de ramener dans le moment de la performance des espaces différents, comme des calques qui se superposent. Elle-même parle de surimpression. Des calques qui se superposent à l'espace très dépouillé du plateau de la ménagerie de verre, ou peut-être même qui conjurent le vide du white cube hanté par la séparation. J'ai beaucoup lu de comic books quand j'étais adolescente. Dans les X-Men, il y a un télépathe, c'est le leader des X-Men. Et à un moment, il y a des saisons, on va dire, dans les X-Men, il arrive à emmener les gens dans le plan astral,
Le plan astral, c'est représenté comme ça, c'est pratique pour le dessinateur, c'est tout blanc. Ils sont dans cet univers tout blanc, et de temps en temps, il y a un objet qui apparaît. Et d'un coup, ça peut se modifier parce que c'est l'imagination. C'est un endroit où il y a des règles qu'ils découvrent, c'est très flou, mais c'est assez beau. J'ai un peu en tête que les salles de spectacle ou les galeries, sans rien pour se raccrocher, sont comme le plan astral, c'est un peu angoissant. Enfin, l'hypnose, envisagée comme spectacle, a aussi une histoire longue, étudiée notamment par Nicole Edelman dans la France du XIXe siècle, à travers les profils de somnambules. Des femmes qui apparaissent en même temps que le magnétisme animal, inventé par Mesmer, et qui deviennent connues sous le vocable de médium à partir du milieu du siècle sous l'influence de la doctrine spirit d'Allan Kardec. Cette figure de la somnambule, telle qu'étudiée par Edelman, est triple. Elle voit à travers les corps et peut donc guérir. Elle entre en communication avec des mondes invisibles, et notamment des mondes extraterrestres. Et puis, aussi, elle peut voir le passé et l'avenir. La somnambule, la médium, donne aussi des cours et des séances publiques. Donc, ces somnambules qui apparaissent tout au long de cette étude ne sont pas seulement des figures passives, soumises à l'hypnotiseur, souvent un homme, puisque, dit Edelman, la somnambule et la médium prennent la parole, discours, sont écoutés, reconnus dans leur personne, leur fonction et leur connaissance, situation incongrue pour une femme en ce XIXe siècle. Donc les somnambules sont aussi des figures d'émancipation. Edelman note aussi en conclusion de son étude, leur vision élargit le monde, efface les discontinuités de l'univers et celles de la vie, réparer les discontinuités. C'est aussi ce que tente, depuis son point de vue, Dominique Gilliot, qui rapporte, superpose des fragments de son expérience, son rapport avec le nord de la France où elle a grandi, le milieu social où elle a grandi, l'histoire amoureuse avec une femme qui se dessine au creux tout au long de la performance, tout ce qui est rassemblé entre ces deux points présentés au début et jamais complètement atteints, l'amour et les catastrophes naturelles, ce dont on va parler, mais qui échappe toujours. Entrons maintenant dans l'atelier de réparation de Grace Indiritu. Parce qu'elle est une expérience du moment et du lieu, tout souvenir de performance est un souvenir un petit peu fragmenté, fait d'impressions, de sensations et de souvenirs du lieu dans lequel on était. La première fois que j'ai assisté à une performance de Grace Indiritu, je me souviens que j'ai été confrontée à elle, très proche d'elle, et elle m'a littéralement aspergée d'encens. C'était un rite de passage avant de pouvoir rentrer dans une salle recouverte de tapis, une salle à la fois qui semblait agréable mais un petit peu inquiétante, parce que je savais déjà que le voyage que je m'apprêtais à faire avec elle, c'était un voyage à la rencontre des âmes de tous les animaux qui étaient morts pour pouvoir remplir le musée de la chasse des dépouilles taxidermisées. Peut-on guérir par l'art les horreurs du monde ? Certains artistes le pensent et proposent des projets qui peuvent être très différents. En effet, on ne peut pas comparer une Gina Pan qui essayait d'enfermer un rayon de soleil dans un petit trou de terre qu'elle avait creusé avec ses mains, ou Mirle Laderman Ukelech qui nous proposait pendant tout le temps que duraient ces expositions de travailler avec les agents de nettoyage du musée dans lequel était accueillie cette exposition. Et d'un autre côté, on a des grands projets écologiques comme ceux de la Four-Eliasson, où des immenses morceaux d'iceberg sont transportés par des moyens polluants pour pouvoir venir occuper, être admirés ou provoquer le désespoir chez les spectateurs sur le parvis du musée. Non, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir essayer de prendre à bras le corps la catastrophe qui nous entoure, la catastrophe écologique. Et ça fait depuis de nombreuses années que Grace Indiritu a décidé que cette nécessité serait la sienne. Elle y a adjoint les leçons de la critique institutionnelle définies par Andrea Fraser. Elle a développé un projet de recherche au long cours intitulé « Healing the Museum », littéralement « en guérissant le musée ». Ça l'a fait voyager dans de multiples pays, de Paris au musée de la chasse où je l'avais rencontrée, à la Fondation Anthony Tapies à Barcelone, jusqu'à Vancouver, Glasgow et d'autres lieux encore.
Elle utilise des méthodes, certaines qu'elle dit légères, comme la méditation, et d'autres qu'elle dit des méthodes fortes. La guérison est un processus de transformation. Le chamanisme est un processus par lequel on voyage, alors que la méditation est un état de conscience. Dans le bouddhisme tibétain, on utilise les deux. L'important, c'est de les incarner. J'ai une pratique quotidienne de la méditation et du yoga. J'utilise ces outils parce que j'en connais les effets. Tout le monde est pareil avec son corps. On peut utiliser ces outils avec tout le monde. Mais il y a des spécificités culturelles. Elle a lancé en 2020 The Year of Black Healing, littéralement l'année de la guérison noire, qui était une sorte de réponse ironique au projet Africa 2020 du président français Emmanuel Macron. Elle a en même temps publié un essai qui s'appelle Ways of Seeing, a New Museum Story for Planet Earth, qui propose une critique de l'ethnocentrisme des institutions muséales, tout en avançant un projet, un manifeste pour les musées de la Terre. Ndiritu veut dépasser l'idée d'une réparation qui ne ferait qu'esthétiser les blessures et les cicatrices du monde. On peut dire qu'elle croit véritablement au pouvoir transformateur de l'art. Pour Grace Ndiritu, l'Occident a échoué à réparer le monde par ses méthodes rationnelles. Elle en appelle donc à l'usage de non-rational methodologies. Elle dit avoir eu des meilleurs résultats avec un projet qui s'est passé à Bruxelles et qui s'appelait A Meal for My Ancestors, Healing the Museum, un repas pour mes ancêtres. Il s'agissait d'organiser et de préparer longuement la rencontre entre un groupe de réfugiés en demande d'asile politique et des délégués de la Commission européenne. La préparation consistait en de longues séances de méditation et de discussion pendant 4 mois avec les deux groupes pris séparément. Puis advenait la rencontre à proprement parler qui se déroulait lors d'un rituel chamanique. Ensuite, ces deux groupes finissaient par partager ensemble un repas. À Talilab, j'ai eu les meilleurs effets avec une femme avec qui j'avais fait la préparation pendant 4 mois. Il était question dans ce projet de soigner des traumas. La femme venait d'un petit think tank qui cherchait à modifier la loi pour que les réfugiés climatiques, par exemple, puissent bénéficier de ces changements. Les sessions ont vraiment permis de modifier ses positions sur la question. J'ai assisté à une performance de Grace Ndiritu au LAM à Villeneuve-d'Ascq en 2019 dans les collections dites d'art brut. Nous étions assis, tous et toutes, en rond. Nous avions un recueil de textes entre les mains et l'artiste nous a invités à méditer, assis, en silence. Nous n'entendions que sa voix à la fois magnétique et toujours calme. Cette méditation côte à côte avec des inconnus nous a mis, je crois, dans un état particulier de réceptivité et de concentration. Alors, nous nous souvenons du texte qu'elle s'est mise à lire, qui était le texte qui a commencé son projet de recherche, Healing the Museum. Nous pensions alors à la manière dont nous pouvions nous réconcilier avec les œuvres qui habitent les musées qui, selon elle, sont aujourd'hui morts. Et enfin, nous étions invités à méditer en marchant, les yeux fermés, au milieu du musée, au centre de la salle, guidés par sa voix. Grace Ndiritu produit des performances qui ont une véritable performativité, dans un sens politique. Pour autant, elles sont aussi fondées sur son charisme, sur sa présence physique, sur ses qualités d'oratrice. Je note aussi que Ndiritu se présente toujours à son public avec un costume un petit peu particulier. Souvent, il y a des couches de vêtements superposées, de nature variée, des vêtements fluo, des vêtements tricotés, une veste brodée ou avec des motifs. Cet assemblage un petit peu hybride nous rappelle que cette artiste a été formée à l'art textile et produit elle-même de l'art textile. Et pour autant, ce n'est pas tout à fait un costume de scène. C'est comme un petit peu trop sophistiqué pour être une tenue de tous les jours, mais pas tout à fait non plus quelque chose de l'ordre du théâtre. J'aimerais en fait rapprocher ces ornements textiles de la définition du charisme, de la charis qui a donné notre mot charisme chez les Grecs.
Pour Xénophon, le disciple de Platon, l'homme le plus charismatique, c'était le roi des Perses, Cyrus l'Ancien. Et on sait précisément que lorsqu'il apparaissait pour des négociations diplomatiques, Cyrus l'Ancien ne portait pas ses vêtements habituels. Il avait choisi de porter une robe médique. Et il ajoutait des bracelets et tout un tas d'accessoires assez rutilants, merveilleux. En fait, par rapport au costume perse, cette tenue médique et ces bracelets étaient tout autre chose. Elle le faisait apparaître comme un être un petit peu étrange, mais en même temps tout à fait admirable. On disait qu'il ensorcelait tous ceux qu'il voyait apparaître habillés comme ça. Le costume d'Indiretu, orné mais un petit peu étonnant, impose son charisme. Mais c'est sa voix forte et puissante qui méduse l'auditoire. Les performances de Grace Indiretu se veulent sans théâtralité, mais elles possèdent un réel pouvoir de suggestion. Dans les performances de Giglio Indiritu, il existe une continuité entre gestes, pratiques artistiques et vie quotidienne, et aussi entre ce que signifie penser et montrer une performance dans un espace situé face à un public donné. Dans ces performances, la suggestion recouvre des modes de transformation par la parole. L'hypnose, la méditation ouvrent un espace depuis lequel les artistes parlent, mais qui nous permet aussi de mieux penser le sens politique des espaces que nous habitons dans le présent. À rebours de l'idée que ces formes thérapeutiques, spirituelles seraient au service d'individus uniquement, eh bien ces artistes fabriquent à partir d'elles un espace politique commun. Ce sont des méthodologies alternatives, non rationnelles, qui contrecarrent le modèle occidental masculin. Souvent, à la fin des performances de Grace Indiretu, elle nous demande de fermer les yeux. Elle aussi, elle ferme les yeux. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais souvent, il y a des gens qui ne veulent pas fermer les yeux. C'est vrai que c'est pas évident, ça peut être violent parfois. J'ai déjà vu des gens qui se mettaient à pleurer pendant les performances de Grace Indiretu. Mais fermer les yeux, ça permet d'avoir une autre perception de l'espace qui nous entoure, des gens qui sont autour de nous. Par exemple, là, je suis à Marseille, dans le bâtiment du Phraque Paca, qui a été dessiné par l'architecte japonais Kengo Kuma. Et je sais que tout autour de moi, il y a ce qu'il appelle une spirale dans la ville. Un bâtiment qui est ouvert sur l'extérieur, avec la lumière qui se réfléchit à l'intérieur. Parce que Kengo Kuma disait que un lieu d'art contemporain, ça ne peut pas être une boîte fermée sur elle-même. Ça doit être un lieu qui respire, qui est en lien avec la ville autour, avec les voitures, avec les passants. Et si maintenant, on se concentre sur l'air autour de nous. On se concentre sur la petite zone qui est juste entre la bouche et le nez, là où passe l'air que nous partageons, qui rentre dans nos poumons, qui en ressort.